Donc, table ronde particulièrement intime et d'autant plus sympathique. Alors, nous l'avons intitulé « Petit geste par des citoyens, grand pas pour la planète » parce que nous sommes convaincus qu'il est essentiel que les citoyens se saisissent des problèmes auxquels nous sommes confrontés en matière de développement durable. Bien sûr, les institutions ont un rôle à jouer et la ville de Bourg-la-Reine, à travers l'agenda 21 qu'elle a signé en 2013, multiplie les initiatives avec une volonté d'impliquer à chaque fois le plus grand nombre d'acteurs locaux. L'idée n'est pas de faire pour les habitants, mais de faire, bien évidemment, avec eux. Et cela commence dès le plus jeune âge, puisque nous avons par exemple la crèche Joffre, qui s'est vu décerner le label Écolo-Crèche en 2015, et ainsi, avant même de savoir parler, les enfants y sont déjà des éco-citoyens. Ils réduisent leur impact sur l'environnement et améliorent leur qualité de vie à travers de nombreuses actions, tri, recyclage des déchets, récupération de matériaux pour en faire des objets de décoration, le jardinage dans le respect des saisons. Donc c'est un label qui s'étend au niveau national. Je crois qu'il y a quelques centaines de crèches qui ont ce label et nous allons l'étendre aux 3 autres crèches municipales pour la période 2018-2021. Le 26 mai dernier, pour la première fois, la ville organisait un événement qui effectivement a aussi beaucoup intéressé les enfants puisque c'était notre premier nettoyage. Notre première opération de nettoyage citoyen pour sensibiliser la population à la nécessité de préserver la propreté du cadre de vie. Et là encore, on a eu des enfants très jeunes, puisque le plus petit d'entre eux avait à peine 4 ans. On ramassait donc les déchets dans les rues avec leurs parents et ils ont constaté, et nous aussi d'ailleurs, qu'il y avait une quantité astronomique de mégots qui jonchaient le sol. Et d'ailleurs, nous avons ramassé plusieurs dizaines de déchets, dizaines de kilos de déchets. Donc ça a été une opération particulièrement, j'allais dire, intéressante. Bon. Mais l'implication des jeunes ne doit pas faire oublier le rôle des adultes et le rôle central qu'ils doivent jouer. Donc maintenant, je vais donc laisser la parole aux différents intervenants et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Merci. Bonsoir à tous. Très heureuse d'être avec vous ce soir, même si c'est une petite salle, c'est très bien, c'est pas grave, il n'y a pas de petits événements sur l'éco-citoyenneté. Donc, quand on m'a demandé d'animer cette table ronde, j'étais tout de suite enthousiaste parce que j'associe vraiment l'éco-citoyenneté à des notions positives et inspirantes. Et même si je ne suis pas une habitante du territoire, on respire tous le même air, on est tous habitants de la planète et le développement durable nous concerne tous. Au quotidien, c'est vrai qu'on est soumis à un flux d'informations continues qui peut être assez anxiogène, qu'il s'agisse des différentes crises économiques, financières, du lien social et évidemment l'urgence du changement climatique. Et nous, ici, on pense que l'éco-citoyenneté, c'est une façon justement de reprendre un petit peu de pouvoir sur ces choses qui semblent nous dépasser, de cultiver en fait notre potentiel d'action en tant que citoyen. Et donc l'éco-citoyenneté, qu'est-ce que c'est ? On peut se poser la question. C'est avoir un comportement plus responsable, individuellement et collectivement. Il n'y a pas de petits gestes, il ne faut pas en avoir peur, parce que pour certains, ça peut paraître une montagne. Et donc c'est contribuer à donner du sens à la société dans laquelle on vit tous, que ce soit au niveau environnemental évidemment, mais aussi au niveau social, puisque tout est lié. On peut évidemment tous apporter notre petite pierre à l'édifice et faire sa part du colibri. On reparlera de la légende du colibri tout à l'heure, justement. Et donc c'est pour ça que je suis devenue une journaliste de solutions, ce qu'on appelle une journaliste d'impact ou de solutions, pour mettre en avant les initiatives des acteurs, les solutions qui fonctionnent, donc que ce soit des associations, des citoyens, des élus, des entreprises, puisque comme on le disait, chacun peut faire sa part. Donc voilà. Selon le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, 50 à 70% des leviers d'action se situent justement au niveau local.
Donc, on peut vraiment dire que chaque élu, chaque citoyen, chaque entreprise, et même chaque citoyen en entreprise, puisqu'on reste un citoyen en entreprise, peut participer et apporter des solutions efficaces, réplicables et faciles à mettre en œuvre au niveau de son territoire. C'est pourquoi ce soir nous avons souhaité donner la parole à des citoyens qui sont chacun actifs dans des domaines transverses et complémentaires. Donc on parlera ce soir consommation responsable et éco-gestes avec Daniela Guy, qui représente le mouvement Colibri dans la vie personnelle et qui est fondatrice de Green City Tour dans la vie professionnelle. On va parler aussi transport et mobilité douce avec Stijn van Oosteren, j'espère que je n'ai pas trop écorché votre nom, de l'association Phare à vélo. Et on parlera également habitat durable et participatif avec Clément Tremblay, qui est colocataire de la Maison Bleue, il nous expliquera ce que c'est, et qui fait également partie d'une association jeunesse qui s'appelle WARN, W-A-R-N. Voilà, donc pour démarrer, on va parler vie de tous les jours et produits de grande consommation. On peut rappeler que le modèle alimentaire actuel des Français génère un quart des émissions de gaz à effet de serre, à peu près autant que le transport et le logement. Donc c'est assez considérable. Il y a évidemment pour l'agriculture la pollution de l'air et des sols, la consommation d'eau et d'énergie, mais il y a aussi tout l'impact des filières jusqu'à nos rayons. Quant à la mode, par exemple, dont on va évoquer à un moment donné, après le pétrole, c'est l'industrie la plus polluante. Voilà, et dont évidemment les impacts de toutes ces industries sont autant environnementaux que sociaux. Donc Daniela, tu fais partie... Oui. Vous pourriez répéter quant à la quoi, j'ai pas compris. Je sais plus exactement. La mode. Ah oui, la mode. La mode, ça veut dire quoi, ça, la mode? L'industrie de la mode. Textile. Textile, oui, tout à fait. L'industrie du textile. Qui utilise d'ailleurs beaucoup de pétrole, mais donc on considère que c'est la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole. Merci d'avoir posé la question. Vous avez raison. Dites-moi si je parle trop loin du micro. Un peu plus près, c'est mieux? Oui. D'accord. Donc, Daniela, tu fais partie du mouvement Colibri. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est et peut-être, avant de nous expliquer ce que c'est, nous rappeler un peu la légende du colibri? Alors, bonsoir à tous. Donc, la légende du colibri, c'est une légende amérindienne qui raconte que donc, un jour, il y a un énorme feu de forêt. Donc tous les animaux de la forêt vont se cacher, voilà, ont peur et finalement attendent que le feu cesse. Et là, il y a un petit colibri, donc effectivement, qui pèse 2 grammes, qui décide d'aller chercher dans une source d'eau une petite goutte. Et puis, voilà, il commence à faire des allers-retours de cette source d'eau au feu de forêt, en se disant que ça va peut-être pouvoir avoir une incidence sur le feu. Et tous les animaux lui disent ouais, petit colibri, ouais, c'est bien ce que tu fais, mais là ça sert à rien en fait, tu n'arriveras pas à éteindre le feu. Et le colibri répond aux animaux, au moins j'aurais fait ma part. Voilà, donc ça c'est la philosophie du mouvement Colibri. Donc le mouvement a repris cette légende pour créer donc un mouvement, pas une association, c'est vraiment un mouvement citoyen. Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc c'est un mouvement citoyen qui est né en 2007, qui a été lancé par Pierre Rabhi. Donc Pierre Rabhi qui est d'origine algérienne et qui se dit être un paysan philosophe. Et voilà, donc il a créé ce mouvement. Il s'est installé dans le centre de la France et il a commencé à vivre de manière la plus autonome possible et la plus résiliente possible.
Donc ça, c'était en 2007. Donc aujourd'hui, on est en 2018. Et le mouvement Colibri, donc il y a une association nationale avec des statuts associatifs comme voilà, une association lambda. Et ensuite, donc, il y a des groupes locaux, donc ce sont des émanations de ce mouvement national. Donc aujourd'hui, il y a 130 groupes locaux sur le territoire français. Alors, il y a eu un boom des demandes de création de groupes locaux suite notamment à la projection du film Demain. Ça a créé beaucoup d'engouement. Voilà, donc moi, à titre personnel, je me suis intéressée à ce mouvement parce que l'éthique correspondait vraiment aux valeurs auxquelles je croyais. Et donc, j'ai souhaité en savoir plus. Donc, je me suis renseignée, voir où est-ce qu'il y avait un groupe local près d'ici. Donc, le plus proche, c'était Meudon. Donc, j'ai rencontré des colibris du groupe local de Meudon. Et puis, Meudon étant quand même assez éloigné de Bourg-la-Reine, en fait, je me suis dit, je vais créer un groupe local ici. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc il y a 3 piliers qui sont inspirer, relier et soutenir, c'est bien ça? Oui. 6 thématiques sur lesquelles les colibris peuvent agir en tant que citoyens. Oui, alors là je suis allée voir sur le site récemment, donc il y a maintenant 9 thématiques. Donc vraiment l'idée la philosophie d'un groupe local, c'est vraiment il y a clairement une insatisfaction de la société dans laquelle on vit, et plutôt que d'attendre qu'il se passe des événements au niveau territorial ou au niveau gouvernemental, on se retrousse les manches et on essaie de créer la société, le monde qui nous paraît être le plus respectueux de l'humain et de l'environnement. Donc effectivement, donc il y a plusieurs thématiques sur lesquelles on peut agir. Donc les thématiques les plus importantes, c'est donc l'agriculture. Donc comment faire pour faire revenir la culture en ville, parce qu'effectivement aujourd'hui, quand on entend que on a une autonomie alimentaire à Paris de 3 jours, donc c'est-à-dire que si demain, j'ai bien conscience que ça peut être un scénario catastrophe, mais si demain la ville n'est plus réapprovisionnée, donc c'est-à-dire que il n'y a plus de trains, il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de camions, on a 3 jours d'autonomie alimentaire, donc ça fait réfléchir. Donc évidemment, si on végétalise je prends l'exemple de Paris parce que je connais les chiffres. Si on végétalisait tous les toits de Paris, ça pourrait nourrir 2% de la population. Donc c'est pas une réponse qui est satisfaisante à 100%, mais en tout cas, je trouve que c'est important de se dire qu'effectivement, on est très dépendant de certaines industries et qui sont en plus polluantes, et que c'est aussi important de se réapproprier son alimentation. Ensuite, il y a le volet éducatif, comment amener, ça peut être faire des ateliers compost dans des écoles, créer des écoles alternatives où effectivement la place de l'humain et de l'environnement est beaucoup plus présente que dans les écoles publiques qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train de faire de critique, c'est juste... et je sais que c'est pas évident de faire changer ce ministère de l'Éducation, mais en tout cas, vu les enjeux aujourd'hui, je pense que ça pourrait avoir quand même une place plus importante. Et si je peux me permettre, oui, c'est bien aussi d'essayer d'introduire ces notions et de faire de la pédagogie dans l'école publique. C'est très important aussi de
voilà, l'école publique peut aussi être vraiment le lieu pour développer cette éco-citoyenneté. Complètement. Donc effectivement, il y a au sein du groupe Colibri, donc nous sommes aujourd'hui 114, donc il est né il y a 2 ans et demi, donc on est de plus en plus nombreux sur le territoire Vallée Sud. Donc c'est pas seulement à Bourg-la-Reine, il y a des gens de Sceaux, de Châtenay, du Plessis, alors Fresnes, on n'est plus sur le territoire, mais bon, en tout cas il y a pas mal de gens qui nous rejoignent. Et dans ce groupe, il y a des personnes qui sont passionnées par le lombricompostage et qui ont noué des liens avec des institutrices d'écoles publiques et donc qui ont accepté en disant ok, voilà, sans passer par la case du proviseur ou directeur de l'établissement, mais qui ont accueilli un atelier lombricompostage et effectivement elles étaient très contentes de pouvoir proposer ça à leur classe. C'est aussi ça le mouvement Colibri, c'est pas toujours compter sur l'élu, le directeur, l'entreprise, c'est aussi prendre soi-même des initiatives et essayer, sans mettre dos à dos des acteurs ou des institutions, mais essayer de faire sa part, quoi. Tout à fait, en fait, vraiment, ce qui est intéressant, moi ce que j'aime dans ce mouvement, c'est qu'on est vraiment moteur et acteur. Donc on décide de mener certaines actions, on peut les faire seul, mais évidemment la collaboration avec les territoires ou les entreprises est évidemment primordiale. C'est-à-dire que si on peut entamer des actions entre colibris, mais évidemment, si on a le soutien de la ville de Bourg-la-Reine, par exemple, parce que c'est vrai qu'on a quand même pu participer et proposer beaucoup d'événements grâce à l'ouverture de la ville, ce qui n'est pas le cas dans toutes. Et donc ça, évidemment, ça favorise le développement éco-citoyen, en tout cas cette conscience. Et donc tes domaines de prédilection? Alors oui, je ne les ai pas tous dit. Oui. Ah oui, et effectivement, donc il y a les domaines des colibris, et puis après il y a les tiens un peu plus en particulier. Donc oui, finis sur les différentes thématiques des colibris. Alors je ne vais pas tous les faire, mais les autres, c'est l'habitat, donc l'économie, alors l'éducation, je l'ai dit. Alors et puis il y a un nouveau domaine dont les colibris ne parlaient pas énormément avant. Peut-être par pudeur ou médiatique peut-être. C'est la transformation intérieure. Donc c'est vraiment de dire il ne s'agit pas aujourd'hui, c'est bien de faire des éco-gestes, mais il y a vraiment aussi un rapport entre soi et l'environnement qui est aussi très important. C'est vraiment repenser la place que nous avons au sein de la planète. Et ça, je pense que c'est très important pour réussir à vraiment diminuer notre impact environnemental, notre empreinte écologique sur la planète. Il y a le bien-être intérieur qui peut permettre aussi, du coup, un savoir-être avec les autres et donc avec l'environnement. C'est ça. Donc on va plus aller vers le savoir-être versus le savoir-avoir. Ok. L'énergie aussi. Donc l'énergie, effectivement, les énergies renouvelables. Et donc, pour revenir à toi un peu plus en particulier, la consommation responsable et l'économie circulaire sont les domaines où tu es plus active dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment? Oui, bien sûr. Donc c'est vrai que pour moi, la consommation, c'est vraiment un levier fondamental pour agir sur les désastres écologiques. Parce qu'effectivement, quand on commence à s'interroger, tout le monde consomme, j'ai rien inventé.
Effectivement, quand on commence à s'interroger sur chaque acte d'achat et qu'on essaie de remonter la filière le plus loin possible, effectivement, c'est assez parlant et impactant. Donc moi, j'ai été une consommatrice, je vais dire non éveillée pendant très très longtemps. Et puis un jour, voilà, le modèle qu'on nous propose m'est vraiment apparu comme étant effrayant et stupide, je dois le dire. Parce qu'effectivement, c'est quand même dingue de penser qu'on fait voyager des matières premières, des produits autour de la Terre qui arrivent chez nous, donc qu'ensuite on va consommer, et puis une fois qu'on les a consommés, en fait, ils repartent dans des filières de recyclage dans d'autres pays pour de nouveau créer de nouveaux produits qui vont ensuite être donc livrés dans des pays d'Europe. Donc bon, c'est juste du bon sens en fait. Donc vraiment, il y a j'ai cette envie de consommer le plus possible local, de saison, des produits recyclés. Alors bien sûr, essayer d'éviter au maximum le plastique. Voilà ce que je peux dire. On appelle la récup aussi, la seconde main. C'est quelque chose qui fait partie de l'économie circulaire. On peut peut-être rappeler en quelques mots l'économie circulaire, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc l'économie circulaire, c'est le terme qu'on utilise par opposition à l'économie linéaire, donc qui est notre mode de production depuis l'ère industrielle, donc qui est je ponctionne des ressources naturelles, je produis en polluant, et ensuite je transporte le produit à travers le monde. Ensuite, ce produit est consommé, puis jeté. Donc voilà, il termine dans une déchetterie, dans un incinérateur. Et donc l'économie circulaire, comme son nom l'indique, c'est vraiment le fait d'essayer au maximum de réutiliser en fait la matière déjà existante, de ne plus aller puiser dans les ressources naturelles, et de créer un cercle le plus vertueux possible. Donc de consommer le plus localement possible, voilà, que finalement la vie d'un matériau, d'un produit soit la plus courte possible en termes de cheminement. C'est aussi plus de coopération entre les industries, c'est mutualiser les transports, mutualiser des bâtiments, l'énergie, la récupération d'énergie, voilà, ce genre de choses en quelques mots, parce que c'est vrai que c'est pas évident de parler de ça rapidement. Est-ce que tu peux nous parler aussi, par exemple, d'initiatives qu'on peut prendre en tant que Colibri? Tu as organisé un Noël éco-responsable. Oui, donc comme je m'intéresse maintenant, avec l'expérience, je connais de mieux en mieux les commerces, les endroits qui me permettent de consommer de manière plus durable. Et effectivement, j'ai eu envie, dans un espace de coworking à Sceaux, de créer un Noël éco-responsable, voilà, qui était, c'est vrai que Noël, en termes de déchets, de consommation, c'est un événement de société. Et l'idée, c'était de proposer un Noël un petit peu différent, avec des alternatives de consommation. L'idée, c'est de montrer qu'il y a toujours la notion de plaisir quand même, parce que de l'extérieur, ça peut faire peur. Quand on parle de tout ça, on peut se dire « Oh là là, c'est rébarbatif, on n'a plus le droit de consommer et tout ». On peut consommer, mais différemment, et se faire plaisir avec des objets qui vont juste être fabriqués de façon moins impactante sur l'environnement, plus respectueuse des travailleurs qui vont les fabriquer, ou avec de la récup. Voilà, c'est toujours le plaisir quand même, mais de façon différente. Oui, alors c'est vrai qu'on a toujours un peu cette image quand on parle de consommation durable, de produits qui ne sont pas forcément très attirants. Là, on entre quand même
dans une nouvelle ère où il y a aussi de plus en plus d'ingénieurs qui réfléchissent à l'éco-conception, donc qui essaient de produire des produits qui aussi répondent à une réalité. Donc on est quand même dans une société moderne où on a envie, alors certes on a envie de faire attention à l'environnement, mais si en même temps le produit il donne pas envie, il n'est pas ragoûtant, c'est sûr que ça va limiter quand même la possibilité d'emmener tout le monde sur ce chemin-là. Vous avez aussi organisé une collecte de marcs de café. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ? Effectivement, alors là c'était l'idée c'était vraiment d'essayer l'économie circulaire sur Bourg-la-Reine. Donc la mairie, alors sans la mairie on n'aurait pas pu le faire, hein, clairement, parce que ça demande beaucoup de logistique. Donc l'idée c'était de montrer que à partir d'un déchet qui est le marc de café, on peut réduire le nombre de déchets qui est produit par chaque citoyen ou chaque commerce. Donc en fait, il faut savoir qu'on produit, chaque Français produit à peu près 400 kg de déchets par an. Et donc parmi ces déchets, il y a 30% qui sont composés de déchets alimentaires, et donc dont le marc de café fait partie. Et donc l'idée c'était de dire, on va proposer aux habitants de nous amener leur marc de café lors de 3 collectes sur, je crois que c'était 5 semaines. Et aussi on a souhaité impliquer différents commerces de la ville. Et donc au final, si je ne dis pas de bêtises, Laurence, on avait récolté 500 kilos au premier. Voilà, merci. Et la deuxième, 200... La moitié, ouais. Vous avez eu le soutien de la mairie de Bourg-la-Reine aussi pour organiser cette collecte, sinon ça n'aurait pas été possible. Voilà, parce qu'en fait, l'idée c'est de réutiliser. Donc, la collecte c'est une chose, donc on montre qu'on a collecté 500 kilos puis 250. On l'avait fait à 2 reprises, une fois au printemps, une fois à l'automne. Et ensuite, donc, ce marc de café a été déposé au service technique de la ville de Bourg-la-Reine et réutilisé pour les plantations. Je peux même dire, pardon de vous couper, je peux même dire pour les anecdotes que ça a été marqué dans le chiffre du mois, dans les magazines de Bourg-la-Reine, le chiffre du mois, tant de kilos de marc de café réunis. Je sais plus, c'était dans un magazine de l'an dernier, il me semble, mais je me rappelle aussi. Donc oui, ça devait être 550. Oui. Ça parlait de ces magazines de Bourg-la-Reine. Donc l'idée c'est d'insuffler des... Alors effectivement, il peut y avoir des réactions, je vais dire négatives, mais c'est peut-être pas forcément le bon terme, mais on a récolté 550 kilos de marc de café. Ok, qu'est-ce que ça va changer ? En fait, ce qui était intéressant, c'est que quand on a arrêté la collecte, on a vraiment vu que ça embêtait les commerçants. Les commerçants nous ont dit, mais maintenant, je vais en faire quoi de mon marc ? Vous allez faire comme avant. Vous allez le jeter. Et on voyait bien qu'en fait, ils avaient pris cette habitude et que ça leur plaisait de savoir que le marc de café allait servir à un autre usage. Donc c'était une manière de présenter ce concept d'économie circulaire qu'on ne peut pas faire perdurer parce que derrière, il n'y a pas le circuit, la logistique pour. Voilà. Une dernière question, quand on parle d'éco-citoyenneté, on peut en parler aussi au bureau, en entreprise, et justement, dans la continuité de ton éco-citoyenneté, tu es en train de créer une activité qui s'appelle Green City Tour pour sensibiliser les collaborateurs des entreprises au développement durable et leur proposer des circuits de consommation responsable. Tu peux nous en dire quelques mots ? Donc effectivement, après ces 2 ans d'expérience associative, finalement, pour moi, c'était inenvisageable de faire une activité qui n'était pas liée à ces thématiques.
Et donc j'ai créé ma propre activité. Et donc j'ai d'abord créé des circuits écolo-urbains à Paris. Donc l'idée étant de faire visiter des quartiers de Paris sous l'angle de la consommation responsable. Ensuite, ce que je trouve très intéressant dans ce concept, c'est que finalement chaque lieu permet de parler d'une thématique précise. Donc voilà, un restaurant permet de parler de l'alimentation, du gaspillage, des labels. Une boutique de vêtements de seconde main, ça permet de parler effectivement de cette industrie du textile qui est extrêmement polluante. Et puis, l'idée c'est vraiment de proposer à des collaborateurs, des salariés, donc cette première étape qui est de les éveiller en leur montrant des lieux bien concrets à Paris. Et ensuite, donc on peut, si l'entreprise le souhaite et selon le temps qu'elle peut consacrer à cet événement, on peut glisser ensuite vers des ateliers plus expérimentaux, des ateliers cuisine, des ateliers co-développement, des ateliers textiles, et ensuite glisser. Donc, une fois, je dirais que l'individu a été sensibilisé, glisser vers une thématique qui est là plus propre à l'entreprise. Donc voilà, comment faire pour que tout le monde réfléchisse à des actions qui peuvent permettre aussi à l'entreprise, on parle beaucoup de RSE au sein de l'entreprise, mais comment faire pour que ça aille plus vite et plus loin. En tout cas, on souhaite beaucoup de succès à ton activité, le Miel démarre. Donc merci beaucoup. On va passer à la thématique de l'habitat durable. Donc Clément, tu as choisi de vivre dans un habitat qui n'est pas habituel. Tu vis en éco-colocation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'abord comment le projet a démarré ? Oui, bonjour à tous. Peut-être juste avant de commencer sur le début, ce que c'est que l'éco-colocation pour nous. Donc comment nous on le définit, ce qui est différent d'une coloc à l'autre. C'est deux choses. C'est réduire notre impact environnemental sur plein de thématiques différentes. Et deux, tester le vivre ensemble et faire en sorte qu'on puisse vivre ensemble. Donc nous, c'est la Maison Bleue et on est 14 aujourd'hui. Et le projet a commencé donc en juin 2015. Alors moi personnellement, en fait, je venais juste d'arriver à Paris après avoir pas mal bougé pendant plusieurs années. Et j'ai trouvé en fait un mail sur l'Auberge de la Solidarité. C'est une mailing list de SS que vous pouvez aller consulter, où il y a plein d'offres de stages, d'emplois, de colloques, de plein de choses différentes. ESS, je dis juste pardon. ESS, oui, ESS, c'est économie sociale et solidaire. Pour ceux qui ne sauraient pas forcément. Donc c'est vraiment une adresse mail en fait où on peut s'inscrire et on reçoit plein de mails. Et voilà. Donc c'est dans ce flot de mails en fait que j'ai vu ce projet, où c'était un peu deux fous qui présentaient leur projet avec une charte. Et ils exposaient un peu leur vision de l'éco-colocation et de qu'est-ce qu'ils voulaient créer comme projet en fait. Donc ça c'était en mars 2015. Donc ce mail en fait a permis de réunir un certain nombre de personnes. Donc c'était 2 initialement et donc dans les premières réunions on était une petite vingtaine en fait à avoir répondu. Le temps que le projet se construise un peu, qu'on définisse un peu tout ce que chacun voulait faire dans ce projet-là, on est descendu à une petite dizaine, à 8. Et voilà, le temps de trouver une maison qui se trouve être à Vaux-la-Reine. On a pu emménager début juin. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se traduit en termes d'énergie, d'eau, d'alimentation, de déchets ? Donc effectivement, comme je disais, un des gros enjeux de cette colocation, c'est de réduire notre impact environnemental. Donc faut quand même, ça fait 3 ans où on travaille sur le sujet, donc on allait quand même très loin dans certains sujets. Donc faut pas avoir peur si ça paraît un peu fou, mais c'est vraiment y aller crescendo petit à petit, en essayant à chaque fois, et quand ça marchait on gardait, et quand ça marchait pas on arrêtait. Si par exemple on commence avec l'énergie,
Alors notre maison en fait elle est un peu spéciale, c'est une maison qui a été construite dans les années 70 pour justement faire de la colocation, donc en fait pour louer en fait. Donc c'est une maison mais construite en 5 appartements différents et on a tous les 5 appartements. Donc en fait on est 14 aujourd'hui et on a 5 douches qu'on n'utilise pas forcément et un chauffe-eau d'eau ça utilise beaucoup d'énergie tous les jours. Donc on a pu couper un mais même maintenant 2 chauffe-eau en s'arrangeant avec les douches etc. Je précise que ce n'est pas parce que vous ne lavez pas. non, mais en fait à 14, enfin, avec les rotations le matin et le soir, ça passe tout à fait, donc il n'y a pas de problème. Et puis c'est vraiment juste l'eau chaude, après les toilettes sont encore disponibles. Donc ça c'était un exemple. Un autre exemple par exemple c'est le frigo. On a un petit jardin et c'est vrai que c'est dommage d'avoir un frigo en hiver, sachant qu'il fait 0 degré ou moins dehors. Donc en fait, en hiver, dès qu'il fait un peu froid en octobre, et ben on met une armoire dehors et puis le frigo il est dehors, tout simplement. Voilà, et puis un autre gros sujet, donc notre maison est chauffée à l'électricité. Et en fait, l'électricité c'est 75% de notre consommation électrique en hiver. En fait, on a une base, on va dire, à 100 en été, qui est pour le chauffe-eau, la cuisine, les ordinateurs, etc. Et on multiplie par 4 en fait notre consommation à cause du chauffage. Mais ça c'est tout le monde, hein, c'est vraiment le chauffage utilise beaucoup d'électricité. Et donc en réduisant de quelques degrés la maison, on peut vraiment avoir beaucoup d'économies sur la facture électrique. Et on est bien sûr chez je fais un peu de la pub pour Enercop, mais Enercop qui est un fournisseur d'électricité verte et citoyenne, on va dire, voilà, et qui propose des services de fourniture d'électricité verte. Pour les déchets, par exemple. Et donc en fait, donc voilà, après il y a toute l'alimentation en général, donc avec la consommation responsable dont tu parlais, Danila, on va acheter tout le temps en vrac. On va essayer au maximum de trouver un peu tous les circuits courts qu'on a en Ile-de-France, enfin, ou dans le sud de Paris déjà. Donc une fois qu'on les connaît, c'est facile. Au début, c'est pas forcément simple. Et effectivement, les déchets, ça c'est un autre gros sujet dans notre colloque où on essaye de tendre vers le zéro déchet. Et c'est pas simple. En gros, si on veut vraiment avoir une démarche, enfin ça c'est encore une fois, c'est au bout de 3 ans de travail sur le sujet, mais si on veut vraiment avoir une démarche zéro déchet, en fait on peut plus rentrer dans un Monoprix, on peut plus rentrer dans un Auchan, toutes les grandes surfaces en fait, il y a du déchet partout. Quand on le prend avec cette vision-là. Et donc ça va être vraiment de diversifier l'approvisionnement, notamment de la nourriture. Et donc voilà, donc c'est à la fois acheter beaucoup de vrac local, et derrière, au lieu de tout mettre à la poubelle, et ben on a un potager, on a des poules pour donner les résidus des biodéchets, on a un compost, et tout ça en fait nous permet de réduire fortement notre production de déchets. Donc aujourd'hui, Danila, je disais 400 kg, en Ile-de-France je crois que c'est 365, si vous m'en souvenez. Oui, ouais. C'est le chiffre de l'année. Ouais. Et nous, en fait, on est descendu à 10 par an. Donc, en fait, alors, dans les 365, vers environ ça, il y a effectivement 100 kg, un tiers qui est les biodéchets. Donc, déjà, ça, avec les poules, on peut, et le compost, on peut les enlever. Et puis après, tout le reste, ça va être un meilleur recyclage, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on met à la poubelle qu'on pourrait recycler. Et derrière aussi, un travail en amont pour réduire les déchets. Donc dans la colocation, il y a aussi cette partie vivre ensemble qui est importante. C'est pas juste des individus très écolos qui vivent chacun sous le même toit dans leur coin. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette partie vivre ensemble ? Oui, et c'est une dimension qui est très très importante en fait. Disons que moi personnellement, si j'étais seul dans ma maison, je ne serais jamais allé aussi loin dans la façon de faire. C'est parce qu'on est 14 avec plein de spécialités différentes chacun qu'on a pu aller aussi loin. On a des experts un peu énergie, on a des experts déchets, on a des experts potager, on a des voilà. Et c'est grâce aux
aux connaissances et aux volontés de tous, en fait, qu'on a réussi à aller aussi loin dans la démarche. Après, concrètement, comment ça se passe? Donc, c'est, par exemple, vivre ensemble, ça va passer par... on a 5 cuisines, on a 5 appartements, donc on a 5 de tout, dont 5 cuisines qu'on n'utilise pas, en fait. On va juste utiliser une seule cuisine. Et le soir, quand on fait la cuisine pour tout le monde, on ne va pas s'amuser à faire la cuisine chacun. Ça participe notamment à la réduction d'énergie utilisée, parce qu'on cuisine qu'une seule fois. Les courses, quand on fait les courses en vrac pour tout le monde, et c'est tout. On se responsabilise sur l'ensemble des actions, donc que ce soit le ménage ou la vaisselle, on ne tourne pas en fait, on n'a pas des tours, on n'a pas une ardoise qui va dire c'est à toi de le faire, c'est à toi de le faire, c'est tout le monde se responsabilise pour le faire. Et pour l'instant ça marche bien, donc ça c'est de la bonne nouvelle. Voilà, et puis voilà. Oui, et puis après, bon, je pourrais parler pendant des heures, mais voilà. Donc ça, c'est pour la partie Maison Bleue, ça c'est ta vie de tous les jours. Et tu as aussi un engagement dans une association, enfin un mouvement, c'est aussi une association, qui s'appelle donc WARN, W-A-R-N, qui signifie We Are Ready Now, nous sommes prêts maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu du mouvement? Oui. Donc c'est effectivement un mouvement, il n'y a pas une association comme les colibris. Donc le mouvement WARN, donc il n'est pas du coup local, il est national. Et c'est un mouvement qui a pour but de rendre les jeunes acteurs de la transition, ou en tout cas acteurs pour une société plus durable. Et on veut on veut pousser alors les jeunes, parce qu'on vise surtout les 18-30 ans environ. Et comment on va le faire? Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça a été créé? Donc c'était créé en amont de la COP21, un an avant environ, dans une volonté, donc c'était créé par plusieurs associations au départ, dans une volonté de créer un gros événement pour la COP21, un événement jeune, qui s'appelle la Conférence des Jeunes. Et voilà, donc il y a eu la Conférence des Jeunes, ça s'est très bien passé, donc le mouvement a perduré. Et ce qu'on essaie de faire dans le mouvement, c'est vraiment d'appliquer les valeurs du mouvement. Donc on parle de société plus durable. Et bien derrière, on va avoir des prises de décision ou des modèles de décision horizontales. Donc ça, c'est encore... on utilise beaucoup Internet pour ça, parce qu'Internet, c'est vraiment, ça facilite les prises de décision horizontales. Et voilà, et tous nos événements, on va les faire plutôt zéro déchet, bio, locaux à chaque fois, avec un impact le plus fort possible au niveau local à chaque fois. Donc pour essayer de provoquer un peu ce déclic chez les jeunes, comment vous faites pour les atteindre? Quel type d'événements vous créez? Oui, donc effectivement on a pour ambition de créer le déclic chez les jeunes. Et comment on le fait? On le fait sur le constat que en fait il y a des centaines de solutions qui existent, vraiment beaucoup de solutions, et on va connecter les jeunes à ces solutions qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc un peu comme les colibris aussi, on a des thèmes et on essaie de rendre visibles les solutions qui existent. On a des événements qui permettent de rendre ça vraiment concret. Je décris souvent comme la petite graine qui fait pousser l'arbre. Donc du coup, on a un premier événement où on va juste planter la graine, qui sera juste des événements de sensibilisation auprès d'écoles et de facs, plutôt supérieures et lycées. Où là, c'est une intervention de 2 heures, où on prend un thème, donc par exemple le transport, et on va dire on va pas tout dire, non, mais on va présenter plusieurs alternatives qui existent sur le transport. Après, une fois qu'on a planté la petite graine, on a un autre événement où on va plutôt, là, il a pour ambition vraiment de créer le déclic. Donc c'est un festival de 3 jours de solutions, où on rassemble 150 jeunes pendant 3 jours, et en fait il va y avoir plein d'ateliers, de conférences, de construction avec ses mains, ou de fabrication de dentifrice, de tout ce qu'on veut. Et c'est pendant ces 3 jours où on vit ensemble, on fait la fête ensemble, et on apprend ensemble que souvent les gens derrière ils ont envie de changer, et ils changent vraiment. Et là, l'idée aussi, c'est qu'on va chacun a une part de la solution. Et donc on n'a pas d'intervenants externes qui viennent et qui vont expliquer la vie. On a des participants qui ont une solution et qui vont dire moi j'ai envie de faire un atelier. Et donc ça s'organise avant, mais tous les ateliers sont faits par les participants.
Donc en fait, on est un peu en vase clos pendant 3 jours et on vit l'événement comme ça ensemble. Chacun peut proposer une solution qu'il utilise dans la vie de tous les jours, comme une AMAP par exemple, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc se fournir directement chez un producteur ou autre. Chacun explique qu'il n'est pas lui-même forcément créateur de la solution, mais en tout cas il sensibilise les autres à cette solution. Ouais, c'est ça. Et puis on aura, c'est vraiment chacun à son expertise, on va dire. Il y a souvent une ou deux personnes qui connaissent très bien le domaine de l'énergie, donc il y aura souvent une conférence sur l'énergie. Sur le zéro déchet, on a quelques experts aussi là-dedans, enfin des experts ou des gens en tout cas qui prennent vraiment sérieusement le sujet et qui peuvent vraiment en parler. À la personne qui aussi sait faire son dentifrice et donc qui le propose, à la personne qui fait du yoga et qui propose des sessions de yoga pendant le week-end. Donc ça c'était plein d'exemples. Après aussi dans toute la partie de la finance aussi où il y a beaucoup de solutions qui permettent de pas laisser son argent à un endroit dans son compte sans vraiment savoir ce qui se passe derrière. Et toutes les plateformes un peu connues de crowdfunding, d'investissement participatif où on investit ensemble par exemple dans un projet éolien ou des banques un peu plus responsables que certaines banques qui mettent dans l'argent dans des projets un peu de charbon et de pétrole. Mais voilà, c'est l'idée derrière. Alors justement, la transition est toute faite, charbon, pétrole. On va passer au sujet transport. Merci Clément. On peut rappeler qu'en France, les transports sont la première cause d'émissions de gaz à effet de serre. On n'est pas loin de 30%, on est à 28,5% sur les derniers chiffres. Donc évidemment, ça contribue au dérèglement climatique, mais ça cause aussi beaucoup de problèmes de santé. On estime à 48 000 décès prématurés chaque année. La Commission européenne a décidé de renvoyer la France devant la Cour de justice pour non-respect des niveaux de pollution au dioxyde d'azote. Donc on est un peu mauvais élèves en France. Donc voilà, le plan d'action de l'État n'est pas jugé assez crédible et donc les ONG sont aussi proactifs sur des propositions pour aider l'État à améliorer sa politique de transport en France. Et il y a évidemment une grosse partie sur la mobilité et un fort accent qui est mis sur le vélo. Donc Stein, vous êtes fondateur et président de l'association Phare à vélo, oui, qui veut dire à l'origine Fontenay-aux-Roses à vélo, mais qui a élargi son action, donc en dehors de Fontenay-aux-Roses, au territoire alentour et puis plus largement à la mobilité. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire comment ce projet a démarré ? Alors, j'ai été membre d'un comité d'habitants, c'est-à-dire un comité d'habitants qui représente les autres habitants du quartier. Et on avait constaté qu'il y avait un manque de confiance entre les citoyens et la mairie. On ne se sentait pas assez écouté à Fontenay-aux-Roses. Et donc, nous nous sommes dit, il faut faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'était un projet sur lequel on pouvait démontrer que c'était possible de travailler ensemble bien et de gagner la confiance. Et puis moi, j'ai proposé le vélo, parce que tout d'un coup, ça m'est venu comme ça. Ça faisait 20 ans que j'étais en France. J'étais un petit peu seul sur mon vélo. Tiens, ça serait bien de voir un peu plus de vélo. Et à ma grande surprise, les gens ont accepté ça. Et puis on a démarré un projet. Est-ce que vous pouvez nous raconter de quelle origine vous êtes ? Oui, avec plaisir. Oui, je suis. Depuis 20 ans, vous êtes en France. Exactement, je suis hollandais, néerlandais en fait, il faut dire. J'ai grandi à Nijmegen dans les années 70 et 23 ans plus tard, je suis venu en France. Donc j'ai à peu près vécu la moitié de ma vie aux Pays-Bas et la moitié ici. Donc j'ai une bonne comparaison entre les deux pays. Et peut-être pour juste donner une vision sur ça, ce qui m'a frappé en France, c'est que le vélo est un peu considéré comme un loisir, comme quelque chose qu'on fait un dimanche quand on a envie de se détendre ou pour faire du sport par exemple. Alors qu'aux Pays-Bas, où j'ai grandi, le vélo c'est une solution du quotidien. C'est un élément systémique, comment dire, de son quotidien. C'est quelque chose comme en France le métro ou comme la voiture, voilà, comme un aspirateur. Un mode de transport de tous les jours.
Oui, exactement. Donc ça vous a donné envie d'essayer de transmettre un petit peu plus cette culture du vélo en France? Oui. Pas pour donner la culture néerlandaise aux Français, mais pour partager un bien-être. Parce que moi, je crois que le bien-être, c'est universel. C'est une histoire d'un juste milieu, d'un équilibre entre trop d'émissions et pas assez de mouvement, par exemple. On vit aujourd'hui dans une société qui est très sédentaire, ce qui est un vrai problème pour la santé. Et le vélo remet les choses un petit peu à leur place. Mais c'était aussi un moyen de se rencontrer, c'est aussi un prétexte presque pour créer d'autres choses qui manquent dans notre société, c'est-à-dire du lien. Moi, je suis ravi d'écouter les autres projets qui ressemblent des personnes autour d'un projet. Et pour moi, le vélo, c'est aussi ça. C'est pas seulement un objet qu'il faut absolument avoir partout, mais c'est un élément qui permet d'enthousiasmer des gens. Et aujourd'hui, le débat prouve ça. Les petites vidéos qui tournent sur Internet, par exemple, qui sont très très partagées, montrent qu'en France, il y a une envie, une impatience de vélo. Et je suis ravi de faire partie de ce mouvement et d'aider à diffuser ça. Justement, pour aider, vous voulez vraiment dialoguer avec les collectivités, les aider, créer les conditions qui donnent envie aux citoyens, vous dites, de se mettre en selle. Donc, oui. Comment vous dialoguez justement avec notamment Fontenay-aux-Roses? Oui, justement parce que Daniela tout à l'heure, tu disais, on a envie d'agir tout de suite, de ne pas attendre les élus, nous aussi, parce qu'on aimerait bien. Par contre, on a vraiment besoin des élus pour dessiner notre espace public, parce que le vélo ne peut se développer que dans certaines circonstances. Il faut des pistes cyclables continues, par exemple, sinon on ne peut pas se sentir en sécurité. Et donc, ce que nous avons fait, c'est déjà de proposer des solutions, de proposer, par exemple, des endroits qui sont propices à la mise en place de pistes cyclables. Nous avons fait aussi, nous avons participé à une enquête qui s'appelle le baromètre des villes cyclables. Je ne sais pas si le public a entendu en parler. C'est une enquête nationale qui a demandé à tous les Français qu'est-ce que vous pensez de votre ville en matière de vélo. Est-ce que vous êtes à l'aise sur un vélo? Est-ce qu'il est cyclable ou pas? Et donc nous avons tracté dans la rue. C'était une très bonne occasion aussi de rencontrer les citoyens pour leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Et ensuite on a su quels étaient les problèmes et qu'est-ce que les citoyens voulaient avoir. Et suite à ces réponses, on a pu dire à la mairie, ben voilà, ce que disent les citoyens, ce ne sont pas quelques fous sur un vélo qui veulent une piste pour eux, mais voilà ce que disent les Français sur leur ville. Ils voudraient que la ville soit plus apaisée, que les personnes puissent garer leur vélo autour des transports publics, que des gens aient surtout des pistes cyclables sur les axes structurants, par exemple. Et ça, on a eu un dialogue très très bien avec le conseil municipal de Fontenay-aux-Roses, et c'est sur cette base que nous sommes en train de mettre en place des projets. Donc la municipalité a recueilli tous ces avis citoyens et vous mettez en place des pistes cyclables grâce à ce dialogue constructif. C'est grâce à ce dialogue que sur certaines routes maintenant, nous allons voir, pour commencer, des pictogrammes. Des pistes cyclables, on n'en a pas encore là. Il faut dire aussi que les rues sont très petites. Fontenay-aux-Roses, c'est une ville en colline, ce qui ne pose plus de problème d'ailleurs depuis l'invention du vélo électrique. Mais par contre, pour la place, voilà, on ne peut pas élargir la route. Et donc, pour des pistes séparées, il n'y a pas toujours la place. Mais par contre, des pictogrammes, ça oui. Et puis, il y a d'autres routes qui vont être refaites. Justement, maintenant, on suit la mairie et on leur demande quelle route vous allez refaire et comment on peut travailler ensemble en tant qu'usagers sur ces projets pour vous dire dans quelles conditions, selon nous, le cycliste pourrait circuler dans de bonnes conditions. Et surtout, que d'autres personnes qui ne sont pas encore cyclistes, parce que j'ai oublié de le dire, auraient envie de prendre le vélo. Parce qu'en fait, on vise surtout ceux qui ne sont pas encore cyclistes. Parce que les vrais cyclistes, ils roulent très facilement, mais moi j'aimerais bien que ma femme, par exemple, prenne le vélo tous les jours pour aller au travail, ce qu'elle ne fait pas encore. Alors, pour aider les non-cyclistes à se mettre au vélo, vous portez une initiative qui s'appelle Co-Vélo-Taf, justement, qui est propice à cette période de grève. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui. Alors, le Co-Vélo-Taf, déjà, il faut dire vélo-taf. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller au taf, au travail, à vélo, le vélo-taf. Donc, moi, je suis un vélo-tafeur.
Et il y a aussi des vélotaffeuses qui vont au travail tous les jours à vélo. Et l'idée, c'était de faire du co-vélotaf, c'est-à-dire que moi, en tant que vélotaffeur, j'amène quelqu'un d'autre avec moi au travail pour lui montrer comment aller au travail à vélo. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que c'est possible. Surtout à Bourg-la-Reine, qui est très très proche de Paris. Justement, je suis venu de Paris ici à vélo. Je travaille dans le 7e. Je suis venu ici sur la RD 920. Et pour montrer tout simplement que c'est possible. Et quand vous faites ça, quand vous dites aux gens, venez avec moi, on va faire du vélo de Fontenay-Rose à Paris, les gens me disent parfois, ah mais ça ne va pas être possible, mais moi je vais décrocher au bout de quelques kilomètres parce que ça va être trop difficile. Et en fait, quand on part ensemble, ben, vous êtes portés. Parce que déjà l'environnement, nous avons la chance d'avoir la coulée verte qui est un environnement très agréable. Et les gens me disent vraiment, ben, c'est génial, vraiment c'est très facile en plus. Donc la coopération aussi entre cyclistes et non-cyclistes, toujours dans oui. l'idée. Ouais, je vais peut-être dire encore un petit mot là-dessus, juste Bien pour sûr. dire qu'il existe une carte co-vélotaf. Si vous tapez sur Google ou un autre moteur de recherche carte co-vélotaf, vous allez tomber sur une carte sur laquelle les vélotafeurs confirmés, comme moi, ont mis leur trajet vélotaf, c'est-à-dire de leur domicile jusqu'au travail. Et comme ça, ceux qui prennent les transports en public, le métro, et qui ne peuvent pas prendre les RER, par exemple, à cause des grèves, peuvent regarder sur cette carte pour savoir où va un trajet vélo qui passe à côté de leur travail et qui pourrait les amener à leur travail. Et ensuite, il suffit de téléphoner à la personne ou de contacter la personne en question par email pour dire « j'aimerais bien que vous m'accompagniez ». Et comme ça, on peut créer des contacts entre les cyclistes confirmés et non confirmés pour motiver des gens à faire du vélo. Et cette carte a été faite par MDB, c'est la plus grosse association vélo dans le coin, ça veut dire mieux se déplacer à bicyclette. Et je le remercie d'avoir créé cette initiative. Alors toujours dans cette idée du participatif, Phare à vélo permet de donner la parole aux cyclistes avec d'autres initiatives donc participatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, on a par exemple, on organise des balades. Chaque mois, on essaie d'organiser une balade avec un aspect culturel. Nous avons justement aussi beaucoup d'expertise chez nous, une historienne de l'art par exemple, qui est conférencière et qui nous offre le plaisir à chaque fois de raconter un lieu ou un sculpteur ou un artiste qui a vécu dans le coin. Donc ça c'est très beau. Et aussi l'initiative qui s'appelle l'inventaire coulée verte. Sur Internet, sur Twitter, nous avions constaté que des vélotafeurs parlaient de leurs expériences sur la coulée verte. Ils râlaient parfois, ça ne va pas, et là il y a un boss, et puis ça ne va pas. Et puis nous nous sommes dit, pourquoi ne nous créerons pas une initiative où nous allons nous réunir pour identifier ensemble tous les problèmes sur la coulée verte, pour les identifier, les référencer sur une carte sur Internet, et ensuite voir le conseil départemental qui est l'autorité compétente en la matière. Et donc le 17 décembre 2017, nous nous sommes réunis avec 23 cyclistes le matin, 9h, c'était juste avant Noël. Personne n'avait envie de quitter son lit, mais on était là avec Le Parisien, avec Paris BFM, France 3, il y avait beaucoup de monde, et nous avons fait tous les 15 km jusqu'à Massy. Et ensuite, nous avons invité tous à inscrire leur expérience et leurs propositions concrètes, justement, en tant qu'usagers, sur cette carte. Et ensuite, nous sommes allés voir le conseil départemental pour en discuter. Et nous avons eu un dialogue. C'est très lent. Hein. On ne va pas tout de suite vous dire « Ah, c'est ça que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Allez hop. » Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut déjà créer la confiance. C'est un mot très important. Et nous sommes dans cette phase-là et ça me réjouit beaucoup parce que pour nous, le but, c'est vraiment de travailler avec les élus pour dessiner notre espace public de façon équilibrée. Toujours l'idée du dialogue. Oui. Et du coup, vous avez aussi créé le collectif Banlieue Sud de 18 associations, c'est ça ? Oui, tout à fait. J'avais constaté qu'il existe beaucoup d'associations vélo dans le coin. Et moi, je travaille pour le gouvernement des Pays-Bas auprès de l'UNESCO, où j'ai l'habitude de travailler avec les États. Et on les fédère toujours ensemble. Et j'ai eu un peu le même réflexe en voyant toutes ces associations vélo dans le 92, 91, 94, sans les connaître, alors qu'ils sont mes voisins. Donc d'abord, je suis allé chez les Dérailleurs de Clamart,
ensuite à Dynamo Malakoff, qui est juste à côté. Et finalement, nous nous sommes dit, pourquoi ne nous faisons pas une rencontre de toutes les associations? Donc on a invité toutes les associations, il y en avait d'autres, et à ma grande surprise, donc 18 associations ont accepté de participer un 1er mai, donc un jour férié, voilà, c'était génial. Et on s'était donné une journée pour s'enthousiasmer. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand des gens qui sont passionnés par un sujet commencent à en parler ensemble? On n'a pas assez de temps. Et donc, on a mangé ensemble, on a mangé littéralement un couscous ensemble, et ensuite, nous avons débouché sur des propositions. Pour la coulée verte, donc. Donc là, c'était pour la RD 920. Voilà. 920. Ce qui concerne beaucoup cette ville d'ailleurs, parce que le conseil départemental du 92 est sur le point ou a déjà démarré une consultation pour demander aux citoyens qu'est-ce que vous pensez de notre projet pour la RD 920, qui est une autoroute urbaine aujourd'hui et que les citoyens aimeraient bien voir un peu plus apaisée. Et donc nous avons étudié la proposition à la loupe, bien sûr, et nous avons constaté que toutes les conditions pour donner envie aux non-cyclistes de prendre le vélo n'étaient pas réunies, parce que pour ça il faut une piste cyclable continue, large, sécurisée, lisse et rectiligne. Voilà. Sur le 5, si vous faites ça, c'est bon, tout le monde va prendre le vélo. Et donc nous avons écrit un communiqué de presse pour exprimer ce conseil. Et ça a eu déjà un bon résultat parce que le conseil départemental du 94 a accepté un dialogue avec nous, donc on va discuter avec eux, ce qui est vraiment très très encourageant. Avec le CD 92, on n'a pas encore eu cette chance, mais par exemple avec le soutien des villes, on pourrait peut-être avoir un dialogue avec eux aussi pour justement échanger de façon constructive sur ce projet. Et pour parler un peu de voisins aussi, la ville de Sceaux est numéro 1 des villes de moins de 20 000 habitants dans le baromètre des villes cyclables, qui établit le classement des villes en fonction des infrastructures, de la sécurité, etc., sur les pratiques de vélo. Donc c'est plutôt encourageant. Et pour la Rennes aussi, il y a une politique dynamique en matière de mobilité douce depuis 2010. Du coup, qu'est-ce qui est inspirant? Qu'est-ce qu'on peut retenir de la ville de Sceaux, justement, sur le vélo? Déjà, ils ont un plan vélo. Alors aujourd'hui en France, notre ministre des Transports, je dis notre parce que je suis franco-néerlandais, donc j'ai deux gouvernements, est en train de réfléchir sur ça. À Sceaux, ils ont déjà ça. Ça, c'est fantastique parce que ça donne un cadre. Ça montre vraiment que la commune a une politique, une véritable ambition de faire vraiment quelque chose. Pas de façon ad hoc, mais de façon réfléchie et méthodique. Donc ça, c'est un cadre, c'est très encourageant. Ensuite, ils ont mis en place, dès que c'était possible, les doubles sens cyclables. Alors, qu'est-ce que c'est les doubles sens cyclables? C'est quand vous avez des rues à sens unique, en fait, on ouvre la possibilité pour les cyclistes de prendre la rue dans les deux sens. Et ils ont fait un travail de pédagogie ensuite, parce que beaucoup de gens pensent de façon intuitive que c'est dangereux. Oh, tout d'un coup, je vois le cycliste qui vient en face. Mais en réalité, c'est le contraire ce qui se passe. Parce que du coup, comme le cycliste vous arrive en face, qu'est-ce qui se passe? L'automobiliste et le cycliste ralentissent. Et ça fait du bien. Et du coup, ils se dépassent, ça prend 2 secondes et l'histoire est réglée. Alors que, dans le sens inverse, quand les deux vont dans le même sens, et quand le cycliste roule au milieu et la voiture derrière, la voiture est bloquée. C'est stressant, il ne peut pas dépasser le cycliste. Du coup, ça crée des situations beaucoup moins agréables. Ensuite, il y a eu les tournes droites, c'est-à-dire ces petits panneaux triangulaires avec les flèches jaunes qui permettent aux cyclistes de, comme on dit, ne pas marquer un stop au feu rouge quand c'est possible. On responsabilise les cyclistes. Ils ont aussi mis en place, très important aussi, une subvention pour les vélos électriques, les vélos à assistance électrique, parce que ça a permis à beaucoup de personnes de prendre goût au vélo. Parce que quand même, ici c'est un peu vallonné parfois, et ça aide, parce qu'avec un vélo électrique, vous ne faites pas vraiment beaucoup d'efforts. Voilà, vous pouvez aller au travail en costume sans transpirer. Et puis la journée du vélo en ville, où j'étais dimanche dernier, il y a 2 semaines déjà, avec un stand pour parler vélo, où il y avait des designers, il y avait une bourse au vélo pour donner la possibilité aux gens d'acheter un vélo pour pas cher. Voilà, bravo aussi pour cette initiative. Et c'est ce genre d'initiative qui nous inspire aussi à
inspirer nos mères à nous. Et Sceaux et Bourg-la-Reine, d'ailleurs, dialoguent beaucoup et font beaucoup de choses ensemble dans ce sens-là. Voilà, en tout cas, on peut, pour résumer, promouvoir l'utilisation de la bicyclette au quotidien, donner à ceux qui hésitent encore l'envie de l'essayer pour le travail et les loisirs, améliorer les infrastructures existantes et contribuer à en aménager de nouvelles. Telle est votre ambition. Et donc bravo pour votre engagement en plus de votre travail au quotidien. Donc maintenant on va passer aux questions de la salle. S'il y a des questions, oui. Oui. Malheureusement pas passer les micros. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. L'affaire est bien faite. Pour rebondir sur plusieurs points, le dernier au sujet du vélo, j'approuve tout à fait tout ce que vous avez dit, mais personnellement, pour des raisons de souffle, de vertige et d'équilibre, je peux difficilement en faire. À côté de ça, au niveau des marques de café, l'idée était sans doute bonne, mais je n'y ai pas participé pour deux raisons. Une qui me surprend beaucoup, c'est que je ne sais pas ce que c'est du marque de café, d'une part, et surtout que je ne consomme, pour ainsi dire, pas de café chez moi. J'en consomme à l'extérieur, en café, voyons, ou chez autrui, mais chez moi, je n'en consomme pas. D'autre part, au tout début de la conférence, Madame a parlé de la petite anecdote sur la personne qui prend une goutte d'eau pour éteindre un incendie. On pourrait presque dire que c'est une goutte d'eau dans la mer, et pourtant, pour ces mêmes raisons environnementales, je ne vous cacherai pas qu'il m'arrive fréquemment, quand je vois une pile par terre, sans être dégoûté, de la ramasser et de la mettre en récupération dans les grands magasins. Si tout le monde en faisait autant, à ce niveau-là, comme à beaucoup d'autres, je pense que ça ferait beaucoup plus qu'une goutte dans la mer. Absolument. Et enfin, au niveau des récupérations, je me suis aussi très concerné. Je fais bien sûr mon tri sélectif chez moi, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup encore d'informations et d'éducation à faire. Bon, parce que quand je vois ce qu'il y a dans les poubelles de ma cage d'escalier, il y a encore beaucoup de choses qui atterrissent alors qu'elles devraient atterrir dans les conteneurs. Et pour finir, on parlait aussi d'éducation chez les enfants. Je trouve que c'est une très bonne idée, ainsi de les sensibiliser dès leur plus jeune âge. J'entends certaines personnes déplorer qu'il n'y ait plus dans les écoles primaires la morale au tableau qu'on a bien connue pour la plupart d'entre nous. Et pourtant, si elle était appliquée à nouveau à ce niveau-là, comme au niveau de l'éducation des enfants contre les incivilités, ça peut aussi évoluer pas mal de choses. Et puis pour les transports, je trouve que là vous avez mis le pied sur un point très sensible, parce que quand on voit tous les gages qu'il y a actuellement, c'est pas très persuasif, c'est pas très incitatif à employer les transports en commun, alors que effectivement ça réduirait beaucoup de pollution. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Quelqu'un veut poser une question à l'un de nos intervenants? Le marque de café, on en fait quoi? Le marque de café, comme j'ai peut-être pas été assez claire tout à l'heure. Donc là, lors de ces deux opérations, en fait, le marc de café a été mélangé au terreau de la ville, voilà, pour tout effectivement, on peut le composter. Et donc c'est ça qui, d'ailleurs, tout ce qui est dans le compost ensuite est réinjecté dans la terre. Donc voilà, tous ces déchets que l'on retrouve en moins dans les poubelles. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez, monsieur. Alors vous ne savez pas ce que c'est le marc de café. Alors je sais bien que tout le monde ne boit pas de café. Après, on a fait ce choix-là parce que premièrement, c'était simple à collecter, dans le sens où on ne peut pas collecter des déchets, n'importe quel déchet alimentaire, parce qu'ensuite en termes d'hygiène, c'est très normé, très réglementé, que donc c'est très compliqué, ce qui n'est pas le cas du marc de café, qu'on pouvait quand même conserver quelques jours. On s'est dit qu'on allait quand même toucher... l'idée est venue dans l'esprit d'un des membres. Voilà, on prenait un café un jour tous les deux, on était à la gare de Lyon, et voilà, il s'est dit, mais en fait, il
voyait le serveur faire des cafés à la chaîne. Et il s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il en fait? Après, il doit produire des tonnes de marc par mois. Enfin, ça doit être incroyable. Et donc, voilà, on s'est dit qu'on allait, en choisissant le marc, bon, déjà, c'était simple comme aliment, enfin, comme déchet à collecter. Et ensuite, on savait ce qu'on allait en faire après. Et puis, c'était une manière aussi de sensibiliser de nombreux citoyens. Voilà. Donc, peut-être penser à faire la même chose avec du thé, ou je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas proposé à la municipalité de mettre en place des composteurs urbains? Donc, de proposer ça? Oui. Ça permet d'avoir. Alors, oui, alors effectivement, donc il y a un énorme composteur collectif dans le 14e arrondissement. Par contre, effectivement, en termes d'organisation, de gestion, il faut qu'il y ait des référents. Il faut qu'il y ait un maître composteur. C'est quand même, ça peut devenir très vite. Comment? Il faut un petit peu d'éducation. Ouais, mais il faut aussi un suivi parce que ça peut assez vite devenir une déchetterie locale. Donc, je suis d'accord avec vous. Hein, ce serait formidable si on pouvait avoir des composteurs collectifs dans différents lieux dans la ville. Donc après, il y a cette possibilité quand même je vous invite à essayer d'en faire un dans votre... si vous habitez dans un immeuble en copropriété, je vous invite à essayer de le mettre en place. C'est une expérience, c'est pas si simple. Voilà, là, du coup, il y a beaucoup de sensibilisation à faire avec chaque résident. Mais oui, effectivement, c'est une idée, mais le composteur collectif, oui, ça ne peut se faire que en collaborant les citoyens et la mairie. Je peux juste ajouter, en rebondissant aussi sur ce que vous disiez, monsieur, pour le marc de café, on peut le transformer aussi en savon. Voilà, il y a une société, justement, je voulais t'en parler parce que j'ai rencontré une société qui fait ça. Ils transforment le marc de café et les peaux d'orange en savon. Ils veulent faire ça localement. Voilà, Merci. Oui, c'est merveilleux, j'ai vu ça. Et juste pour bien sûr réagir à ce que vous disiez, ce qu'on me dit souvent, je ne peux pas... Ou en gommage. Mélange ça avec un savon. Ah oui, en gommage. Ça, par contre, effectivement, vous pouvez vous gommer avec, je ne le fais pas moi-même, même si c'est tout à fait possible. Mais très important aussi sur ce que vous disiez, monsieur, je ne peux pas faire du vélo pour des problèmes de souffle. On entend ça souvent, et je ne connais pas exactement la gravité des problèmes, mais pour vous dire que les gens souvent ne se rendent pas compte que faire du vélo, c'est plus facile que marcher. Alors que souvent les gens disent je ne peux déjà pas marcher, donc comment voulez-vous que je fasse du vélo? Alors c'est justement comme ça que ma grand-mère a toujours pu faire beaucoup de distance, parce que faire du vélo c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que vos genoux ne portent pas votre poids déjà. Pourquoi? Vous allez 4 fois ou 3 ou 4 fois plus vite. Donc vous faites un coup de pédale et vous partez. Alors que quand vous marchez, c'est à chaque fois vous partez de zéro. Donc c'est beaucoup plus fatigant. Donc en fait c'est presque le contraire. Le vélo peut vous faciliter la vie. Et juste pour finir mon raisonnement là-dessus, c'est Olivier Razemont qui a écrit un très bon livre là-dessus qui s'appelle Le pouvoir de la pédale. Et il dit en fait il faudrait appliquer la politique de la petite pédale. C'est-à-dire, on ne vous demande pas de transformer votre vie d'automobiliste ou d'utilisateur de transport public en vélo-taffeur comme moi. Ça, c'est pas possible parce que c'est tout un style de vie, c'est pas quelque chose qui peut se transformer comme ça. Par contre, ce que vous pouvez essayer, c'est de remplacer certains trajets par le vélo. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez par exemple un embouteillage, n'importe où, vous savez que sur 10 voitures, 4 voitures sont en train d'effectuer une distance de moins de 3000 mètres, c'est-à-dire une distance qui peut se faire en 12 minutes à vélo. Pourquoi prendre la voiture pour une petite distance comme ça? Parce que c'est ça qui bloque les routes de France. Moi, j'ai fait une vidéo qui a eu un grand succès sur Twitter d'une ambulance qui était coincée dans un embouteillage.
Donc moi j'ai vu peut-être quelqu'un qui était en train de mourir parce que 4 personnes sur 10 sont en train de prendre la voiture pour faire 3000 mètres. Et juste pour vous finir avec une autre anecdote que j'emprunte à Abel Guggenheim, qui est un militant vélo très connu dans le milieu francilien, qui a dit quand vous, je traduis un petit peu dans mes propres mots, quand vous voulez planter un clou, par exemple, est-ce que vous allez chez Kiloutou, une société, pour louer un gros marteau pneumatique pour tac 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 rentrer ce clou? Non, vous prenez juste un petit marteau, vous faites tac 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 tac. Et pourtant, cette philosophie de prendre le gros machin, on l'applique au déplacement. Parce qu'on prend aujourd'hui, quand on fait un petit déplacement, souvent, on prend la voiture qui pèse 1000 kg ou 1500 kg parce qu'on l'a devant la porte. Mais pourquoi? Si on se responsabilise, si on prend, tu parles de chaque acte de consommation, moi je parle donc du coup de chaque déplacement. Si pour chaque déplacement on se pose la question, est-ce que la voiture est le moyen de transport approprié? Du coup, on pourrait ensemble transformer la société. Non pas en transformant tous les Français en cyclistes. Non, non, c'est pas du tout ça. On ne parle pas de la société sans vélo, mais en transformant les Français en des gens qui ont envie de temps en temps à prendre le vélo pour des tout petits trajets. Moi j'y crois et je vous invite à venir tous les vendredis soirs, le premier vendredi du mois, à partir de 18h30, au Café de la Gare, à Fontenay-Rose, pour venir en discuter avec nous. J'aimerais rebondir par rapport à... Parce qu'on n'en a pas parlé, les idées reçues aussi par rapport au nombre de morts chaque année à vélo, je trouve que c'est aussi intéressant d'en parler, parce que finalement il y a moins de... À Paris en tout cas, il y a moins de morts à vélo que de piétons. Oui. L'idée reçue c'est le vélo c'est dangereux. Vélo égale danger. Alors que si vous êtes à 2 roues motorisées, vous avez entre 5 et 7 fois plus de possibilités de mourir. Parce qu'il y a autant de déplacements, par exemple à Paris, de vélos et de 2 roues motorisées en ce moment. Pourtant, les morts en scooter et en moto sont 7 fois plus en nombre. C'est parce que c'est l'image du vélo qui est quelque chose de dangereux. Mais si vous savez qu'en France, chaque année, il y a 1700 personnes qui meurent parce qu'ils prennent la voiture. Est-ce que ça vous empêche de prendre la voiture? Non. Vous prenez la voiture, c'est comme ça, c'est dans la tête. Et je vous donne une autre anecdote qui illustre ça vraiment merveilleusement. Encore une fois, Abel Guggenheim qui a rapporté ça. C'était à une école dans une ville où la mairie avait installé une piste cyclable devant l'école. Donc vous avez l'école, le trottoir et puis la piste cyclable. Et quand la piste cyclable a été installée, les parents ont dit « Mais c'est trop dangereux, il y a des cyclistes qui passent juste à côté de nos enfants qui sont sur le trottoir. » Et donc ils ont demandé la mise en place d'une barrière. Alors que pendant des années, il y avait des voitures qui passaient exactement au même endroit, à 50 km/h voire plus, et ça ne posait aucun problème. Alors je trouve ça magistral, vraiment cet exemple montre à quel point le vélo dans la tête est quelque chose de dangereux. J'avais vu une autre idée reçue tout à l'heure, je crois que c'est toi Clément qui disais ça, quand on parle des produits durables dont tu en parlais, ce sont des produits pas très attirants. C'est un peu pareil pour le vélo. Le vélo est souvent vu comme quelque chose, comme une galère. Voilà, c'est difficile. Quand tu prends le vélo, ça veut dire que soit ta voiture ne marche pas, ou parce que tu n'as pas d'argent pour payer un abonnement, une passe Navigo. Ben non. Est-ce que prendre le métro, c'est le bonheur? Est-ce que prendre la voiture, c'est le bonheur? Ben non, parce que vous êtes coincé dans un embouteillage tous les matins, et les cyclistes vous doublent. Et c'est sûr, moi je rattrape toutes les voitures au feu rouge parce que les routes sont déjà saturées. Donc c'est l'idée, ce qui empêche, ce qui freine le développement du vélo en France, ce sont les idées dans la tête qui sont très ancrées, qui disent que le vélo, c'est pas une solution pour le quotidien, alors que d'autres pays, comme les Pays-Bas, le Danemark, il y a d'autres pays, en Allemagne est en train de le prouver aussi, que le vélo peut être une solution qui peut vous éviter d'être coincé dans un embouteillage, mais aussi dans la sédentarité, qui est un très gros problème de sécurité, de santé publique, et donc aussi d'argent, parce que la santé, c'est très cher à réparer. On en revient à la pédagogie.
à l'acculturation un peu de tout le monde pour changer un peu les idées reçues, les préconçus sur que ce soit le vélo ou d'autres choses, la consommation responsable. Très important cette pédagogie. Mais c'est pour ça que je pense que les vidéos marchent très bien. Parfois on entend des petites choses qui vous marquent et vous dit ah c'est ça que je vais garder. Moi je prends note précieusement de ces choses-là. Il dit par exemple cette idée que comment avoir une prise sur ces problématiques qui sont si grandes. Mais c'est chaque acte d'achat. C'est vrai que à chaque chose que vous achetez, vous êtes responsable de quelque chose qui se passe ailleurs. Vous détruisez quelque chose. Si vous prenez conscience de ça, si vous devenez éclairé, comme tu disais tout à l'heure, ça va changer. Ça ne va pas changer d'un seul coup, mais si nous le faisons tous ensemble, peut-être après cette soirée, un petit peu plus, on va peut-être y penser, on va se dire, tiens, maintenant quand j'achète un morceau de viande complètement suremballé, moi, c'est pas possible. Moi, quand je vois ça maintenant, je le fais encore de temps en temps, mais j'essaie de le faire de moins en moins. Et si nous faisons tout ça, on va réduire notre impact environnemental. Si vous prenez de temps en temps le vélo, juste un exemple, si vous prendriez le vélo un jour sur 5, vous imaginez un jour sur 5, si vous faites juste un petit trajet jusqu'à 5 km parce que c'est possible, il n'y aura plus d'embouteillage en Île-de-France. Ça serait terminé. Mais vraiment. Et du coup, l'argent qu'on va s'économiser, parce que les heures qui sont perdues dans les embouteillages, ça coûte plus de 20 milliards à l'État français chaque année, parce que quand on est dans la voiture, on ne travaille pas. On écoute peut-être les informations ou les blagues, et c'est bien beau, mais en même temps, vous êtes en train de polluer l'air que nous respirons. Pendant que nous nous parlons, l'air est trop toxique. Et notre État est même condamné pour ça. Donc on ne peut pas faire autrement que de faire de petits efforts pour tous ensemble arriver à une situation où on se rencontrera plus souvent. Parce que dans une voiture, on ne se rencontre pas, mais à vélo, on se rencontre. Et ça, c'est très agréable aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que, justement, puisqu'on parle de rencontres, je voulais partager avec vous une information qui est que demain soir, à Bagneux, donc juste à côté, il y a... un village des alternatives qui a lieu dans le cadre du Tour Alternatiba. Un village des alternatives qui a lieu à Bagneux dans le cadre du Tour Alternatiba, qui est en fait un tour de France. Là en ce moment c'est en Île-de-France. Et c'est un tour de France qui va durer 4 mois. Ils vont faire des milliers de kilomètres à la rencontre d'alternatives qui ont lieu localement. Donc ça va être très festif. Il y aura une vélorution. Le tour est en vélo du coup. Oui, ils font le tour de France à vélo, pardon. C'est vrai que c'est pas mal de préciser ça. Et c'est à l'Agrocité. C'est Sentier des Barugnans. J'ai l'information écrite là. Alors, à l'Agrocité de Bagneux. Et c'est à partir de 18h30. Et ça va durer toute la soirée. Il y aura plein de choses, des rencontres qui auront lieu. Et puis du coup la présentation de plein d'alternatives qui ont lieu à Bagneux et qui du coup peuvent aussi inspirer ce qu'on peut faire nous au quotidien et les rencontres qu'on peut avoir avec les différentes personnes engagées aussi. Répétez l'endroit. L'Agrocité. Et c'est au 4 Sentier des Brugnots. Brugnots. Alternatiba, c'est donc aussi un mouvement citoyen qui propose des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Encore dans la salle, oui. Une question, c'est juste pour dire dans le genre, dans le mouvement éco-citoyen, c'est qu'on a créé un Repair Café, dont le concept vient aussi des Pays-Bas, donc bravo les Pays-Bas. Voilà. Donc c'est juste pour informer des gens qui peut-être ne sauraient pas. Il est où? À Bourg-la-Reine et à Châtenay-Malabry, donc c'est une fois par mois, soit l'un soit l'autre. Oui. Voilà, donc le prochain c'est le 23 juin mais à Châtenay, sinon ça reprend en septembre à Bourg-la-Reine. Voilà. Et donc on essaie de sensibiliser les gens à éviter de jeter avant au moins d'essayer de réparer, voilà, de prolonger la durée de vie des objets. D'être un peu plus autonome vis-à-vis aussi de la technique parce que c'est pas évident de se dire comment je fais, j'ai un truc qui marche pas. Voilà. C'est très agréable en plus d'arriver. C'est très convivial et ça c'est super intéressant. Et on a les dates sur internet, si on fait Repair Café Bagneux,
C'est pas Bagneux, c'est Bourg-la-Reine. Bourg-la-Reine, pardon. Donc c'est Ripart Café 92 Sud. 92 Sud. Voilà, puis vous avez des trucs sur Internet. Ripart Café. C'est déjà Oui. Une question. Est-ce qu'il y a quelque chose, des initiatives qui ont été menées sur Antony? Alors sur Antony, donc il y a une personne qui a rejoint le groupe Colibri, qui elle porte un projet collectif d'épicerie solidaire. Donc voilà, c'est assez complexe à mettre en place. Donc ce n'est pas encore ouvert. J'avoue que là, au moment où je vous parle, je ne sais pas exactement où ça en est. Ça progresse. Voilà, ça progresse. Donc sur Antony, alors c'est vrai que le Ripart Café fait partie de l'association de la PER, donc Association pour les économies d'énergie. Le R ressources. Et des ressources. Ok, merci. Ensuite sur Antony, non, je vois pas autre chose. Il y a peut-être des choses, mais on les connaît pas. Alors effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est important. Moi aussi, j'aime beaucoup faire ça. Enfin, pour moi, c'est important de vraiment réunir finalement les associations qui existent déjà, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on porte plein de projets, parfois très identiques, à quelques kilomètres les uns des autres. Et évidemment, si on se réunit tous et qu'on réfléchit ensemble, forcément, ça aura beaucoup plus d'impact. Et c'est vrai que, bon, voilà, pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits, mais je ne désespère pas. Mais j'ai pris contact avec l'EI en transition, donc les villes en transition. Et puis, effectivement, je ne savais pas que cette association existait. Il y a les Amis de la Terre à Antony. Donc voilà, c'est évident que ce serait très intéressant qu'on puisse faire ensemble. Oui, je voudrais réagir à ce que tu dis, parce que je vais te donner un exemple très concret. Ma machine à café a arrêté de fonctionner à un moment donné, et sans café je ne peux pas vivre. Et donc je voulais justement tester pour la première fois de ma vie un Ripart Café. Et donc j'ai regardé sur Google Ripart Café à côté de chez moi, et j'avais trouvé, je crois, un Ripart Café à Paris, mais quand j'ai commencé à chercher les horaires, c'était tellement peu disponible, il fallait que j'attende 3 semaines pour pouvoir y aller avec ma machine à café. Et là, je savais que voilà, j'étais pas assez exemplaire, je me suis dit, ça ne va pas être possible pour moi, je vais quand même le faire réparer dans une société où ce sera plus rapide. Si il y avait eu une mise en réseau de tous les Ripart Café dans le coin, ça serait peut-être possible, ça aurait été possible peut-être pour moi de trouver un café qui pourrait m'aider plus vite. Et là, j'aurais attendu une semaine sans problème, même avec plaisir, avec impatience, parce que rentrer dans un Ripart Café, je ne l'ai pas encore fait, mais je suis sûr que ça va être très sympa. Mais tu as acheté une cafetière seconde main, j'en suis sûre. Non. Mais par contre, on l'a fait réparer. Et justement, on a fait l'acte là, par contre, et c'est pas donné. Il fallait choisir soit acheter un neuf avec un peu plus cher, et du coup être sûr de ne pas être enquiquiné dans les 5 années qui vont suivre, ou le faire réparer pour 3/4 du prix. Et on a quand même fait la dernière solution juste pour marquer le coup. Donc voilà, non, parce que c'est juste important. Et ça, c'est une chose que je vous dis par rapport à ça. Et aussi, ce soir, et je remercie encore la ville de Bourg-la-Reine de nous donner cette possibilité d'échanger des idées. Je pense que ça sert aussi justement à identifier les autres associations. Tu as parlé de Warn. Moi, j'ai très envie de parler pendant une de ces conférences avec les jeunes notamment du vélo. Tu es trop vieux. Ah Mais ça, en tant que personne âgée qui pourrait quand même transmettre quelque chose. Mais oui. Et, je
connais 2-3 personnes qui seront intéressées par faire un vélo et qui habitent pas très loin. Et je donnerai le nom. Mais oui, ça pourrait être très intéressant. Mais on fait quelques conférences comme ça parfois de présentation. On fait des apéros une fois par mois et on présente en fait une solution pendant un apéro, une soirée. Et ça pourrait être très intéressant d'avoir fait un vélo aussi et le présenter. Mais ouais, j'ai retenu déjà. Merci à tous. Une dernière question. Pour Colibri, est-ce que, parce que là, vous avez trouvé plein de magasins où vous pouvez acheter en vrac, où vous pouvez acheter plus intelligemment, est-ce que vous avez un site web sur lequel on peut regarder pour trouver ces magasins et est-ce que vous pouvez partager ces informations? Alors ça, je peux les partager, oui, évidemment. Alors, il n'y a pas... on n'a pas créé de site spécifique qui répertorie ces adresses. Alors par contre, quand vous allez sur le site des Colibris, et que on est tous invités, les Colibris, à renseigner. Alors je crois que ça s'appelle Près de chez vous, ça doit être ça. Et en fait, donc c'est collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut entrer toutes les adresses qu'on a répertoriées qui permettent de consommer durablement. Alors, je ne l'ai pas encore fait, donc je ne sais pas ce qui a été répertorié dans les alentours, mais effectivement, il faudrait que je le rajoute à ma to-do list. Et est-ce qu'on, si on n'est pas Colibri, mais qu'on a repéré des choses, par exemple, moi j'ai repéré un magasin de seconde main qui est très très bien, à Châtillon, où on trouve, c'est la caverne à Ali Baba, et moi ça me gêne, au contraire, je préfère que les choses revivent, et puis aussi donner, bon bref, et est-ce qu'on peut renseigner ces adresses, ou est-ce qu'il faut être Colibri? Non, je pense que c'est ouvert à tous. Ouais. Et je me permets d'ajouter, il y a 2 applications que vous retrouvez sur Internet et sur smartphone aussi qui sont intéressantes pour répondre à votre question. Il y en a une qui s'appelle Yes We Green, donc Yes et We W-E, plus loin Green. Alors je ne sais pas exactement dans le coin ce qui est référencé, mais en tout cas c'est aussi une appli collaborative, donc vous pouvez aussi rentrer des nouvelles adresses. Il y a constamment des nouveaux lieux puisque tout le monde peut participer. Au départ ça part de Paris, mais je sais que ça s'est élargi à d'autres villes. Et il y a l'appli qui s'appelle Smart Cycle, donc Smart S-M-A-R-T, plus loin Cycle C-Y-C-L-E, qui permet soit de donner des objets ou du mobilier qu'on ne veut plus, soit d'en récupérer du coup, et donc c'est géolocalisé. Donc vous pouvez voir autour de vous, ou plus loin si vous voulez voir plus loin, ce qu'il y a pour que ça parte pas à la benne. Et vous pouvez aussi photographier des objets que vous trouvez dans la rue. Enfin, c'est souvent des encombrants qui sont peut-être pas jetés au bon moment, là où ça devrait être ramassé, les bons jours. Vous pouvez les photographier et les mettre sur l'appli pour que ça circule et que d'autres gens éventuellement intéressés puissent venir les récupérer. Nous, on a récupéré plein de choses comme ça à la maison, de toute façon. Comme mon mari a fait beaucoup de vélo, la maison est vraiment faite de beaucoup de récup. On trouve tout dans la rue et les gens jettent vraiment tout. Des dragues neuves, des plantes. On a trouvé une caisse à outils, plein de choses, des chaises, tout. J'ai aussi récupéré un tabouret il n'y a pas longtemps. Il y a tellement tout qu'en fait on ne peut plus faire rentrer de choses dans la maison. Mais la municipalité organise plusieurs fois par an une récupération d'appareils électriques, et je peux vous dire que j'ai eu et je peux aussi le dire à mademoiselle qui m'a donné quelques coordonnées pour ça, et j'ai fait un sacré débarras en décembre et ça m'a bien soulagé, et au moins c'était pas perdu. Hein. Il y avait des rasoirs, des pieds, des magnétoscopes, j'en passe. Parfois désencombrer chez soi, ça peut aussi faire partie du développement durable en essayant de donner au bon endroit, donc parfois des associations comme les Emmaüs, ou essayer de voir et pas juste jeter, voir s'il y a des choses qui peuvent pas être récupérées, effectivement, repartir dans le circuit, c'est aussi ça l'économie circulaire. Il y a d'ailleurs, on n'en a pas parlé, donc il y a tellement de choses à dire, il y a une ressourcerie à Arcueil. Je voulais y aller. Donc voilà, là, effectivement, je suis en train de déménager, j'ai emmené plein de choses là-bas.
Donc vous donnez ce dont vous ne voulez plus. Ensuite, c'est revendu à des prix très bas. Et derrière, il y a aussi, ça permet de réinsérer des personnes dans le milieu professionnel. J'en avais entendu parler, mais je suis pas. J'ai un sac prêt à la maison. D'accord. J'ai pas encore. Est-ce le bus le plus proche, vous avez une idée? Parce que nous, on a... Non, parce que alors, j'y vais en voiture. Ah. Mais je peux pas transporter à vélo ce que je leur laisse, quoi. Mais si, avec le vélo, tu transportes 300 kilos. Oui, et souvent, beaucoup de camionnettes à Paris transportent peut-être 50 kilos et le reste est vide. Donc il y a une grosse camionnette qui tourne. Donc attention, le vélo cargo, ça existe. Et juste pour vous dire, parce qu'en fait, on se rend compte que ce genre d'initiative existe aussi pour le vélo. Il y a à Fontenay-Rose qui s'appelle Jeunes dans le cycle. Et ça aussi, c'est un atelier solidaire qui permet aux jeunes de se réparer en réparant des vélos. N'est-ce pas beau? Et donc, en fait, ils vous aident même gratuitement. Il faut juste payer les pièces à réparer votre propre vélo. Et comme ça, ils apprennent aussi à s'insérer dans la société. C'est un projet magnifique. Si vous tapez sur Google, un atelier vélo qui vous fait du bien, vous tombez sur l'article et voilà, c'est très, très inspirant. Jeunes dans le cycle. Oui, l'association s'appelle Jeunes dans le cycle. Donc, les jeunes, voilà, JDLC à Fontenay-Rose. Et l'article, c'est un atelier vélo qui vous fait du bien. Faravélo. Et répétez, à Fontenay, c'est où le café du vendredi du mois et le vendredi du mois? Ça, c'est, merci de poser la question, c'est au Café de la Gare, en face du RER, au pied de notre coulée verte, qui est notre axe Vélo-Taf qui réunit les 15 villes. Et c'est tous les premiers vendredis du mois, à partir de 18h30. C'est ouvert à tout le monde. Pour l'instant, on a beaucoup parlé vélo, mais on envisage aussi de parler d'autres choses, parce que l'idée, c'est de fédérer des citoyens autour de la table, en fait, pour construire la ville plus agréable. En fait, c'est ça notre objectif, c'est pas que de favoriser les vélos. Le but final, quand même, c'est de créer une ville plus agréable, et le vélo est juste un vecteur, comme les achats sont un vecteur aussi, et vous pouvez en parler. Si vous avez une initiative, par exemple, que vous voudriez présenter, voilà, contactez-nous par faravélo@outlook.fr, et ensuite on va faire une liste avec des personnes qui aimeraient discuter pour faire ce genre de table ronde, mais de façon plus informelle, sans salle jolie comme celle-ci. Il y avait une dizaine de villes la dernière fois, aux dernières... C'était spectaculaire. La première fois, parce qu'on ne savait absolument pas à quoi s'attendre. Et donc, on était un peu comme dans la situation qui était décrite dans le film Demain, que si vous ne l'avez pas vu, alors il faut absolument le regarder, parce que si vous êtes venu ici, ça veut dire que vous êtes sensible à ce type de sujet. Et on avait lancé une invitation sur Internet, sur Facebook et sur Twitter, et il y avait 25 personnes de 10 villes différentes. Il y avait juste 8 personnes, je crois, de Fontenay-Rose, mais tous les autres venaient des autres villes. Et puis nous avons passé toute la soirée à discuter de tous les sujets un peu. Mais comme on a un peu cette envie, on partage cette envie d'améliorer notre vie, vraiment de trouver un bien-être. J'ai noté quelques mots clés. Facilement, on se retrouve dans la discussion, et facilement, il y a des idées qui émergent et qui sont prises par les autres pour développer des idées. Et ensuite, on s'était dit quand même, ça sera bien de structurer un petit peu la discussion. Donc maintenant, on commence par un tour de table. C'est parfois les gens se demandent pourquoi je dois dire mon nom. L'idée, c'est juste de faciliter un peu plus la conversation. Et moi, je fais un point sur l'actualité aussi pour vous montrer ce qui se passe au niveau du vélo. Mais après, c'est jeu libre pour parler. Ouais. C'est une fête. Ouais. Je crois que c'est la troisième table ronde sur le thème que vous faites à Bourg-la-Reine, et c'est seulement la première à laquelle j'assiste, parce que les autres tombaient à des dates qui malheureusement ne convenaient pas tellement. Et je ne regrette pas le déplacement. Merci, on est ravis. Tant mieux. Merci à tous, en tout cas de votre venue, merci aux intervenants. Je pense qu'on était tous très contents de participer. Merci pour vos questions. Bonne soirée.